Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de résistance des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode de Gross-Hardy, partie 4. Dans ce cours, nous allons appliquer la méthode de Gross-Hardy sur une structure avec déplacement. En abordant la notion de déplacement par la méthode de Gross, il est important de prime abord de savoir différencier une structure sujette à un possible déplacement de nœud d'une autre qui ne l'est pas. Lorsqu'on résout une structure hyperstatique par la méthode de Gross, les nœuds intermédiaires sont libérés tour à tour. Lors de la libération d'un nœud, la structure recherche son équilibre de deux façons, soit en transmettant juste le moment qui est sur le nœud, soit en transmettant le moment et en se déplaçant pour chercher une position qui lui confère de la stabilité. En observant une structure, nous pouvons déjà entrevoir le fait qu'elle subit un déplacement des nœuds ou non. Lorsqu'on observe la structure étudiée à la vidéo précédente, on se rend compte évidemment qu'elle n'est sujette à aucun déplacement des nœuds à cause de la présence de la branche CD. Et lorsqu'on porte notre attention sur la structure juste à côté, on se rend compte qu'il y a là un possible déplacement des nœuds au niveau de la branche BC. Et de manière plus précise, pour savoir si la structure subira un déplacement des nœuds, nous pouvons appliquer la formule que nous voyons juste en bas, formule dans laquelle sigma t est la somme des efforts tranchants dans les barres verticales juste au-dessus de la section horizontale et H est la résultante des forces horizontales appliquées au-dessus de cette section. Alors, on a sigma t, la somme des efforts tranchants, et H, la résultante des forces horizontales. Lorsque sigma t est égal à H, alors il n'y a pas de déplacement des nœuds sur notre structure. Alors que lorsque sigma t est différent de H, alors il y a présence de déplacement des nœuds sur notre structure. Ayant déjà introduit la notion de déplacement par la méthode de Gross-Hardy, nous pouvons maintenant nous attarder sur la structure de droite vue plus haut, A, B, C et D, qui subit une charge ponctuelle P qui est égale à 10 kN sur sa branche BC et dont les longueurs L1, L2 et L3 sont égales à 3 mètres. La résolution d'une structure avec déplacement par la méthode de Gross-Hardy se fera en deux parties. La première partie consiste en la résolution de la structure en la considérant comme ne subissant aucun déplacement. Et la deuxième partie consistera à appliquer un déplacement à notre structure et à déterminer les différentes sollicitations finales. Nous allons donc commencer par résoudre la structure en la considérant comme ne subissant aucun déplacement des nœuds. Le calcul des raideurs nous donnera pour le nœud B, KBA égale à 4 EI sur L1, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Et KBC égale à 4 EI sur L2, ce qui va nous donner 4 tiers de EI également. Pour ce qui est du nœud C, nous aurons KCB égale à 4 EI sur L2, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Et KCD est égal à 4 EI sur L3, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Pour ce qui est des coefficients de répartition, nous aurons CBA égale à KBA sur KBA plus KBC, ce qui va nous donner 1,5. Et CBC est égal à KBC sur KBC plus KBA, ce qui va nous donner 1,5 également. Lorsqu'on fait la somme de CBA et de CBC, nous obtenons 1. Pour ce qui est des coefficients de répartition du nœud C, nous aurons CCB égale à KCB sur KCB plus KCE, ce qui va nous donner 1,5, et CCE égale à KCE sur KCE plus KCB, et nous obtiendrons 1,5 également. Lorsqu'on fait la somme de CCB et de CCE, nous obtenons également 1. Vu que dans cette structure, nous n'avons que des encassements, les coefficients de transmission sur toute la structure seront égaux à 1,5. Lorsqu'on s'intéresse au calcul des encassements parfaits, la seule branche à considérer ici sera BC. Alors,
MBC sera égal à 2,2 kN et MCB sera égal à moins 4,4 kN. Après avoir calculé tous ces éléments plus haut, nous pouvons maintenant dresser le tableau de crosse que nous voyons à l'écran. Dans notre tableau, nous allons insérer bien sûr les coefficients de répartition et le moment d'encaissement parfait exprimé sous forme de fraction. Nous pouvons maintenant commencer nos itérations. Le moment MBA sera égal à la somme des moments en B multiplié par son coefficient de répartition CBA. On aura moins 1,5 fois 11 cinquièmes, ce qui va nous donner moins 11 dixièmes. Pour ce qui est du moment MBC, il sera égal à la somme des moments en B multiplié par son coefficient de répartition CBC. Nous aurons donc moins 1,5 fois 11 sur 5, ce qui va nous donner moins 11 sur 10. La quantité transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 11 sur 10, ce qui va nous donner moins 11 sur 20. La quantité transmise au nœud C sera aussi de 1,5 fois moins 11 sur 10, ce qui va nous donner également moins 11 sur 20. Après avoir fini avec le nœud B, nous attaquons maintenant au nœud C. Le moment MCB sera égal à la somme des moments en CMC multiplié par son coefficient de répartition CCB. Ici, on a moins 1,5 fois la somme de moins 22 sur 5 et de moins 11 sur 20, ce qui va nous donner moins 99 sur 40. De l'autre côté, le moment MCD sera égal à la somme des moments en CMC multiplié par son coefficient de répartition CCD. Nous aurons ici encore moins 1,5 fois la somme de moins 22 sur 5 et de moins 11 sur 20, ce qui va nous donner 99 sur 40 encore. La partie transmise au nœud B sera de 1,5 fois 99 sur 40, ce qui va nous donner 99 sur 80. Et la partie transmise au nœud D sera de 1,5 fois 99 sur 40, ce qui va nous donner aussi 99 sur 80. Ayant fini avec la première itération, nous attaquons maintenant à la deuxième. Nous recommençons par le nœud B. Alors le moment MBA ici sera égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par le résidu du moment qui provient de l'itération précédente, 99 sur 80. Nous obtiendrons donc moins 1,5 fois 99 sur 80, ce qui va nous donner moins 99 sur 160. De l'autre côté, MBC sera égal au coefficient de répartition CBC multiplié par le même résidu du moment qui provient de l'itération précédente, 99 sur 80. Ici, on aura moins 1,5 fois 99 sur 80, ce qui va nous donner moins 99 sur 160 également. La partie transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 99 sur 160, ce qui va nous donner moins 99 sur 320. De même, la partie transmise au nœud C sera de 1,5 fois moins 99 sur 160, ce qui va nous donner moins 99 sur 320 aussi. Pour ce qui est du nœud C, le moment MCB sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par le résidu du moment qui nous vient de B. On aura donc moins 1,5 fois moins 99 sur 320, ce qui va nous donner 99 sur 640. De l'autre côté, le moment MCD sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par le même résidu du moment qui nous provient de B. Nous aurons donc moins 1,5 fois moins 99 sur 320, ce qui va nous donner 99 sur 640 également. La partie transmise au nœud B sera de 1,5 fois 99 sur 640, ce qui va nous donner 99 sur 1280. De même, la quantité transmise au nœud D sera de 1,5 fois 99 sur 640, ce qui va nous donner également 99 sur 1280. Nous attaquons donc à la troisième et dernière itération. Pour ce qui est du nœud B, MBA sera égal à son coefficient de répartition CBA
multiplié par le résidu du moment qui nous provient de l'itération du nœud C, 99 sur 1280. Nous aurons ici moins 1,5 fois 99 sur 1280, ce qui va nous donner moins 99 sur 2560. Le moment MBC, quant à lui, sera égal à son coefficient de répartition CBC multiplié par ce même 99 sur 1280. Nous aurons donc moins 1,5 fois 99 sur 1280, ce qui va nous donner moins 99 sur 2560 aussi. La quantité transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 99 sur 2560, ce qui va nous donner moins 99 sur 5120. De même, la quantité transmise au nœud C sera de 1,5 fois 99 sur 2560. Nous aurons aussi moins 99 sur 5120. Pour ce qui est du nœud C, MCB sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par le résidu du moment qui nous provient de B, moins 99 sur 5120. Nous aurons donc moins 1,5 fois moins 99 sur 5120, ce qui va nous donner 99 sur 10240. MCD, quant à lui, sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par le résidu du moment qui nous provient de B, moins 99 sur 5120. Ici, nous aurons 1,5 fois moins 99 sur 5120, ce qui va nous donner 99 sur 10240 également. La quantité transmise au nœud B sera de 1,5 fois 99 sur 10240, ce qui va nous donner 99 sur 20480. Alors que la quantité transmise au nœud D sera de 1,5 fois 99 sur 10240, ce qui va nous donner également 99 sur 20480. Après avoir réalisé toutes les itérations, nous pouvons maintenant sommer les résultats colonne par colonne et obtenir les différents moments au nœud et appui. Le moment au nœud A sera égal à moins 0,88. Celui du nœud B sera égal à moins 1,76 d'un côté et 1,76 de l'autre côté. Pour ce qui est du moment au nœud C, il sera égal à moins 2,64 d'un côté et 2,64 de l'autre côté. Enfin, le moment au nœud D sera égal à 1,32. En obtenant ces résultats, nous mettons un terme à la première partie de notre exercice qui consistait à la résolution de la structure sans déplacement des nœuds. Dans la prochaine vidéo, nous appliquerons un déplacement à la structure afin de déterminer les sollicitations finales.